Bon, alors je vais faire quelques remarques sur des choses observées la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait regardé lorsque U est une fonction qui va de RD dans RD. Donc on avait compris que lorsque on écrit une équation comme ceci, h' de U scalaire gradient U égale à 0, ce qui veut en d'autres termes dire qu'on a le même champ de vecteurs qui est le champ de vecteurs h' de U gradient U, où H est une fonction qui va de RD dans R. Donc on avait compris par une démonstration simple, en se servant de la fonction auxiliaire U de x et de t moins U de y et de t scalaire x moins y, et en écrivant une équation transport pour ce W, on avait compris comment le fait que H, si H est convexe et si U0 est monotone, cela entraîne que U est monotone, quel que soit T, positif ou nul. U étant une solution régulière de ce système. Bien. Alors, là, je vais faire juste une petite remarque. En fait, une série de petites remarques. La première remarque, c'est quelle est la propriété du champ de vecteurs qui est réellement nécessaire si je prends f de U et que je remplace h' de U par f de U. Bien entendu, lorsque h est une fonction convexe, l'opérateur gradient est un opérateur qui va donc de RD dans RD et qui est un opérateur monotone. C'est la caractérisation d'une fonction convexe. Et en fait, donc si vous remplacez dans l'équation du sur dt plus f grade U égale à 0, la même démonstration, parce qu'en fait, on ne s'est pas servi du fait que h' était h', on s'est servi du fait que h' était monotone. Car bien la même démonstration conduit au fait que si f est monotone et U0 monotone, alors ça entraîne que U est monotone, quel que soit T positif. Alors c'est exactement la même démonstration, hein, c'est lorsqu'on écrit dW sur dt plus f de U de x et de t, mais je l'omets, gradient par rapport à x de W, plus f de U de y, gradient par rapport à y de W. Eh bien, ce que l'on récupère au bout du compte, c'est simplement f de U de x moins f de U de y, scalaire U de x moins U de y, et c'est ce signe-là qui assure la préservation de la monotonie, la préservation du signe de W, si on démarre avec un W qui est positif ou nul. Donc une démonstration très simple. Alors, il y a quelques petites choses à rajouter. C'est que je vous avais parlé de la formule de Hopf, et la formule de Hopf, c'est fondamentalement sur les équations d'Hamilton-Jacobi. Donc, au niveau au-dessus, si vous pensez que U est la dérivée et le gradient par rapport à x d'une certaine fonction, rappelez-vous, la formule de Hopf, c'était de dire que U, phi, plus exactement, était le sub de Px moins phi 0 étoile moins THP. En d'autres termes, ce que l'on avait, c'est qu'on avait une formule très simple sur la fonction duale. Puisque dire que c'est le sub de Px moins quelque chose, ça veut dire que le... Bon, je vais réécrire les choses. Donc on avait quelque chose qui était comme un phi de x, qui était un sup de Px moins T phi 0 étoile moins phi 0 étoile de P, moins TH de P. Et donc, ça veut simplement dire que phi étoile est donné par phi 0 étoile plus T fois H. C'est que sur la duale, c'est une simple droite, hein, c'est une simple addition à faire. Donc, dans le cas convexe, et je dis bien pour des nœuds convexes, résoudre une équation d'Hamilton-Jacobi, et lorsqu'il n'y a pas de dépendance en x, c'est un cas très particulier, c'est en fait essentiellement un calcul on peut le voir comme étant un calcul de fonctions convexes conjuguées. Je signale d'ailleurs au passage que si on pense à des développements numériques,
Yann Brenet, il y a quelque temps, avait développé une transformée de Legendre, enfin une transformée de dualité rapide, comme la FFT. Il y a l'analogue de la FFT pour ces calculs-là. Bon, c'est des techniques d'ailleurs relativement semblables à la FFT, il y a un lien à travers l'optique géométrique. Bon, enfin, je n'en dis pas plus. Alors, la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que l'analogue de ceci, à quoi correspond si maintenant je veux descendre au niveau de ces systèmes, parce qu'on a vu que ça représentait, enfin que c'était l'analogue dimension finie, à quelques simplifications près, je mets la dépendance en X et tout, des systèmes de type Minfield Games, enfin jeu à champ moyen en dimension infinie. Donc, le point de vue Hamilton-Jacobi, le point de vue contrôle optimal, on ne l'a pas toujours, donc il est bon de savoir travailler uniquement avec les systèmes de type MFG, jeu à champ moyen. Et donc, la question que l'on se pose, c'est quel est l'analogue de cette transformation au niveau des U? Et ça, on le sait, c'est la fonction inverse, c'est de définir que V de U de X et de T est égal à X. C'est de définir un grand V comme ceci. Alors, si vous définissez donc V égale U-1, si vous voulez, et lorsque je prends, et tant qu'à faire, je vais même dépasser le cas d'un Hamiltonien, et je vais supposer que mon U vérifie cette équation-là. Et essayer de voir, lorsque je peux prendre l'inverse, je suppose que c'est inversible. Alors, si c'est monotone, c'est presque inversible. C'est penser en dimension 1, une fonction croissante, il suffit qu'elle ait plus de plat, donc dès qu'elle est un peu strictement croissante, elle est inversible. C'est la même chose pour un opérateur monotone. C'est dès qu'il est un peu strictement monotone, il est inversible. Alors donc, si on sait prendre son inverse, quelle équation satisfait V? Alors, ce n'est pas très compliqué, parce que si vous dérivez par rapport au temps, ici, vous avez 0 égale dv sur dt, plus, donc je ne vais pas être très prudent avec les aspects dyv fois d. Alors, attendez. Je dérive par rapport au temps, il y a ceci, dyv par rapport à du sur dt. Voilà. Bon, et du sur dt, vous voyez, donc en fait, il y a toujours des transpositions, il faut bien écrire les indices, mais le dyv avec le gradient u, avec le gradient u, lorsque vous remplacez ceci, ça vous donne simplement moins f de y. Pourquoi? Parce que dyv rond du, c'est la matrice identité. Et si vous écrivez bien, si vous êtes en dimension 1, il n'y a pas de souci parce que vous n'avez pas à vous faire de soucis sur les indices, mais ça marche exactement pareil en dimension supérieure et je n'ai pas envie de me trimballer les IJKL qu'il faut. Alors donc, vous voyez qu'effectivement, l'analogue de cette propriété, c'est de dire que dv sur dt est simplement donné par f de y. En d'autres termes, que v de y et de t, c'est v0 de y, l'inverse initial, plus t f de y, et vous reconnaissez évidemment la dérivée de cette équation, dans le cas où f c'est h'. Donc cela veut dire qu'effectivement, résoudre un système comme ça, dans le cas monotone, il suffit de mettre un epsilon fois x dans la condition initiale, et on aura de l'invertibilité, on peut imaginer travailler sur l'application inverse, avoir une équation beaucoup plus simple et que grosso modo, donc résoudre cette équation aux dérivées partielles, le système d'équations aux dérivées partielles dans le cas monotone, c'est en fait inverser quelque chose. Alors ça, on le comprendra aussi quand je vous parlerai de la méthode des caractéristiques, parce que ce sera dans la méthode des caractéristiques, il faut inverser quelque chose, et c'est la même opérateur qu'il faut inverser. Donc tout ceci sera cohérent, mais en tout cas, là, je voulais vous donner le point de vue, formule de Hopf et cette idée d'inverse. Donc là, c'est vraiment au niveau d'une remarque, je n'en dis pas plus que ça, mais ça peut
Enfin, on peut le garder en tête quand on compliquera, quand on se rapprochera des jeux à champ moyen, c'est-à-dire qu'on aura un H qui est un peu plus compliqué avec une dépendance en X, mais la dépendance en X, elle sera très particulière dans beaucoup de cas, c'est-à-dire qu'elle, typiquement, elle peut être ici avec une dépendance affine en X et puis une donnée au second membre, et ça veut dire que l'équation duale, l'équation inverse, est beaucoup plus simple à résoudre. Certes, il faut inverser. Donc il y a quand même un coût même de calcul, mais ça peut être une stratégie complètement différente d'approximation numérique de ces systèmes. Bien. Alors, donc, je vais maintenant commencer à étudier, donc après ces remarques, je vais maintenant commencer à regarder cette question de propagation de monotonie pour des systèmes propagation de monotonie avec opérateurs du deuxième ordre. Nouvelle section. Je vous signale au passage qu'on peut se poser la question de quels sont les F pour qui la propriété de préservation de monotonie est vraie. Là, ce qu'on voit, c'est que si F est monotone, alors la préservation de la monotonie est vraie. En fait, c'est une condition nécessaire et suffisante. Bon, je reviendrai là-dessus parce qu'il y aura des techniques beaucoup plus rapides, et ça, c'est presque une démonstration quand vous voyez ceci. Tant que vous pouvez inverser, vous avez pratiquement cette formule que F soit, si ça reste monotone et que vous pouvez inverser, vous avez une telle formule, que F soit monotone ou pas. Et évidemment, j'aurais dû le dire au passage, mais dire que U est monotone, c'est équivalent à dire que V est monotone. Lorsque vous inversez une fonction strictement croissante, vous avez une fonction strictement croissante. Eh bien, dire que U est monotone, c'est la même chose que dire que V est monotone, et là, la monotonie, elle se lie. On est en train d'additionner des choses monotones. Maintenant, si vous avez des choses qui ne sont pas monotones, si F n'est pas monotone, on sent bien qu'en additionnant ça, on risque de ne pas trouver quelque chose de monotone. Donc c'est presque une démonstration que c'est une condition nécessaire et suffisante. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que l'invertibilité pourrait casser avant de perdre la monotonie. Donc il faut faire un tout petit peu attention. Mais formellement, c'est vrai. Bon, alors j'en reparlerai, mais ce n'est pas sur les aspects conditions nécessaires et suffisantes. Donc en termes, la démonstration dans ce cas-là repère, on le verra plus tard, exactement le bon cadre. En revanche, ce que je vous ai expliqué, c'est que dès qu'on rajoutait un terme d'ordre de dérivée seconde, cette démonstration élégante, qui d'ailleurs, au passage, rappelez-vous, vous ai démontré l'unicité directement grâce à la monotonie, en quelques lignes, ces démonstrations très élégantes s'effondrent parce que ça ne marche plus, il y a des termes supplémentaires qui ne sont pas convenables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va changer, on va introduire une autre technique. Donc, voici, écrivons l'équation que je vais regarder. Et ici, je vais mettre une somme de alpha, bêta, D2 alpha, bêta, c'est dérivé évidemment par rapport à x, U. Donc, c'est toujours le même opérateur qui agit sur chacune des composantes. Donc, étant entendu que la matrice alpha, bêta sont des réels, ce ne sont pas des fonctions, ce sont des constantes, et que la matrice alpha, bêta est une matrice symétrique, positive ou nulle. Donc, la positivité, c'est évidemment dire que cette matrice est positive, c'est d'assurer qu'on n'a pas de phénomène de diffusion rétrograde, ce qui serait catastrophique, puisque le temps se propage dans le sens normal. Et quant à la symétrie, ce n'est pas une hypothèse, puisque les dérivées secondes sont symétriques, et donc c'est évidemment la même chose. Bon, alors, donc, sur le F, eh bien, on verra ce qu'il faut, mais je prendrai au moins un F monotone, régulier. Je démarre avec un U0 monotone, régulier. Je suppose que U est une solution régulière de cette équation. Donc vous voyez, lorsque A alpha bêta est égal à 0,
c'est le cas précédent. Et lorsque alpha, bêta est la matrice identité, c'est un Laplacien. Mais ça peut être un Laplacien partiel par rapport à un certain nombre de directions, ça peut être n'importe où. Essentiellement, ce sont les modulos des élongations dans certaines directions, des homothéties, des dilatations partielles dans certaines directions. C'est un Laplacien a priori, c'est un Laplacien à une constante près. À des constantes près, c'est un Laplacien sur un sous-ensemble de variables. Donc, U est une solution régulière, et ce que je vais démontrer, donc le théorème que je vais démontrer, c'est que ceci entraîne que U est effectivement monotone, quel que soit T positif. Alors, je vais faire d'une certaine manière, ce n'est pas du tout la même démonstration, mais je vais faire... je vais avoir une approche qui est très voisine de quelque chose qu'on avait mis en place avec Marek Musiela il y a quelque temps. Et où on se posait la question de propagation de la convexité dans des équations linéaires ou non linéaires du second ordre. Et on avait abouti à des conditions nécessaires et suffisantes par une technique que je vais un peu imiter. Alors en fait, on avait deux démonstrations possibles, une démonstration qui est très semblable à celle que je vais faire là maintenant, puis une démonstration qui était une relecture beaucoup plus fine, qui permettait de vraiment comprendre ce qui se passe et pas perdre les bonnes hypothèses. Une relecture d'une idée que l'on avait eue il y a longtemps avec Jean-Michel Lasserie et Olivier Alvarez, qui consistait à, et que d'ailleurs Cyril connaît bien, puisqu'il avait travaillé ensuite là-dessus, qui consistait à, et que lorsqu'on a des équations des partielles scalaires de type parabolique, à regarder les équations satisfaites par l'enveloppe convexe. Bien. Et en fait, bon, on faisait les choses naïvement du point de vue algébrique. Si on raffine beaucoup, on peut avoir vraiment des conditions nécessaires et suffisantes. Et il y avait effectivement une autre démonstration qui est plus proche de celle que je vais faire. Bien. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas très bien dans le cadre de la monotonie, il y a clairement l'idée qui est l'analogue de l'enveloppe convexe pour un opérateur de RD dans RD. C'est une sorte d'enveloppe monotone, mais il n'y a pas de principe d'ordre. Donc, est-ce que c'est les trucs à la Brownier avec des décompositions? Est-ce que c'est pas clair? Hein, au niveau des gradients, quelle est l'extension dans des cadres monotones de l'enveloppe convexe? C'est une question que je trouve intéressante. Je ne suis pas sûr que la réponse traîne dans la littérature. Hein. C'est, à mon avis, pas la factorisation de Brownier, parce que la factorisation de Brownier ne vous laisse pas... on s'attend à ce que le champ de vecteurs, il va être le champ de vecteurs initial sur des grosses zones. Donc il y a des zones où on le modifie. Hein, c'est ça une enveloppe convexe. Hein. Une enveloppe convexe, ça touche avec la fonction sur une certaine zone. Donc là, les champs de vecteurs sont les mêmes. Et ailleurs, on fait une opération qui convexifie. Donc il faut je vois. Hein, c'est connu ça? Il y a quelqu'un qui connaît la réponse à ça? Pour faire sur des champs de vecteurs, qu'est-ce que c'est l'analogue de la partie monotone de ce champ de vecteurs? Je te vois. Je ne sais pas. Une projection quoi, sens L2 ou un truc comme ça? Je ne sais pas. Hein, quelle est la norme? Dans une enveloppe convexe, tu peux le relire par des projections, effectivement. Mais il n'y a pas de raison qu'en dérivant, ce soit toujours une projection. Hein. Donc, je ne sais pas. C'est certainement, c'est une question résoluble, hein, mais elle me vient, en vous parlant, elle me vient en tête, donc je vous la jette en pâture instantanément. Je ne connais pas la réponse, bon, elle n'est pas forcément recensée. Questionnement. Et donc, en tout cas, la deuxième méthode
que nous avions raffiné avec Marek. Oh là, pourquoi on se posait la question de la propagation de la convexité? D'abord, il y a une longue littérature, mais surtout, on avait Marek Musiela est un mathématicien, probabiliste d'origine, qui est le directeur de la recherche à BNP Paribas, Fixed Income à Londres. Et Marek, effectivement, observait qu'il y a de nombreux modèles en finance et que la préservation de la propriété de convexité en finance est une propriété que les modèles mathématiques dont on se sert doivent conserver pour des raisons économiques et financières dans lesquelles je ne veux pas entrer. Et donc à un moment donné, il m'a posé la question, mais je ne suis pas du tout sûr que les modèles dont on se sert, effectivement, préservent la convexité, ce qui devrait être totalement obligatoire du point de vue de l'économie. Alors donc c'est là où on s'était amusé à commencer à réfléchir et on a trouvé des réponses qui montrent qu'à part des modèles très simples en dimension 1, la plupart du temps, les modèles financiers ne font pas ce qu'ils devraient faire en termes de préservation de la convexité. Il y a partout des contraintes cachées pour des modèles sur les taux d'intérêt qu'on appelle les modèles de Saber. La préservation de la convexité n'est vraie que si et seulement si les corrélations sont négatives. Donc, si les corrélations sont positives, le modèle est à jeter. Ce n'est pas la peine de s'en servir. On n'a pas le droit de s'en servir. Bon, donc ça, c'est des choses qui, petit à petit, pénètrent cette communauté que je ne qualifierai pas. Mais c'est visiblement quelque chose qui n'est pas toujours pensé très sérieusement. Bien. De manière générale, c'est une industrie neuve, c'est une haute technologie assez neuve et il n'y a pas beaucoup encore de recul sur l'aspect modélisation. Alors, donc, ces aspects-là mis de côté, je vais vous expliquer un tout petit peu la technique de démonstration. La technique de démonstration va consister à travailler maintenant avec des dérivés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la monotonie? Ben, la monotonie, ça veut dire que si je prends DI, UJ, XI, je vais faire DJ, UI, XI, XIJ, c'est positif, quel que soit XI. Et quel que soit XI de module 1. Ça, c'est la monotonie, quel que soit X. Bien. Donc, ce que l'on va faire, a priori, bien, c'est essayer de vérifier que si U résout cette équation, ce bazar-là reste positif ou nul. Alors, comment on va travailler là-dessus? Bon, je néglige les problèmes à l'infini. C'est-à-dire que chaque fois que je minimise, je sais qu'il existe un point de minimum. Bon. Donc, je vais regarder le premier temps, T0. Donc, ça va être l'inf des T positifs ou nuls. Donc, ça, c'est le principe de démonstration. Je vais regarder le premier temps où ceci va être violé, ou risque d'être violé. Donc, le premier temps où ceci risque d'être violé, c'est bien entendu le premier temps où l'inf sur tout l'exi de module 1 s'annule en un point. C'est-à-dire, il existe un x tel que l'inf, normalement c'est l'inf en x et en xi. Donc, je vais écrire des choses comme ça. L'inf en x, l'inf, et pour moi tous les infs sont des mines. Alors là, ce n'est pas une hypothèse, là c'est une hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse si on a des solutions régulières et qu'on est sur des compacts. Hein. Donc, l'inf sur x, l'inf sur xi, de dj ui de x et de t, xi, xij, je prends l'inf dt positif tel que ceci soit égal à 0. Ouais.
Excusez-moi, je vais changer un peu mes notations. Donc j'efface et je réécris comme ça. Une autre manière de dire les choses, ça sera plus clair. Ça sera de dire, c'est le sup des t positifs, tel que quel que soit s dans 0t, voilà, le sup sur les t positifs, tel que quel que soit s dans 0t, dj ui xi en x xi j est positif ou nul, ça sera plus clair comme ça, quel que soit xi égale à 1, quel que soit x. Donc, hein, je fais avancer le temps. Tant que ça marche, c'est bon, je continue d'avancer. Et j'appelle T0 le premier temps où ça ne marche plus. Bien. Ce T0, a priori, peut être infini. Si plus infini, démonstration terminée. En revanche, le point intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si T0 est fini? Ben, si T0 est fini, cela veut donc dire qu'il existe un point x0 et qu'il existe une direction xi0 telle que dj ui en x0 t0 xi0i xi0j soit positif ou nul, tandis que par continuité, on sait bien que dj ui de x et de t0 xi xij est positif ou nul, quel que soit x, quel que soit xi. Hein, donc, je prends le plus grand temps où c'est vrai, bien par continuité, en faisant tendre t vers t0, ça reste vrai en ce temps-là. En revanche, ça ne peut pas être strict, parce que sinon je pourrais continuer. Et donc, ça veut dire que quelque part, ça s'est annulé. Bon. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est travailler soigneusement au point x0, t0 avec l'équation. Et en travaillant... Pardon? J'ai dit supérieur ou égal à 0, c'est égal à 0, absolument. Ça s'annule. Parce que si partout c'était strictement positif, on pourrait continuer. Donc il y a un point où ça s'annule. Donc là où je triche un peu, c'est que je suppose qu'il y a la compacité en x. Et donc je vais pouvoir travailler en ce point-là. Ensuite, l'autre remarque que je veux faire pour simplifier les notations, c'est que sans restreindre la généralité, quitte à faire une translation et quitte à faire une rotation, toutes ces propriétés sont intrinsèques. Donc, quitte à faire une translation, quitte à faire une rotation, je peux toujours supposer que le point x0, c'est 0, et que la direction xi0, c'est le premier vecteur de base. Ça, c'est pour simplifier, pour pas me taire. Ça ne change absolument rien à la démonstration, que vous pouvez le voir, mais ça permet de faire des calculs un peu plus simples. De sorte que l'information que l'on est en train de dire, c'est que j'ai D1 de U1 en 0 et T0 qui vaut 0, et que la matrice dj ui en x et en T0 est positif ou nul. Voilà les informations dont je dispose. Et maintenant, je vais écrire une équation pour la quantité qui est en train de s'annuler, qui était positive jusqu'au temps T0 et qui s'annule, c'est-à-dire la quantité dju xi xij. Donc j'écris une équation. Et après, il faudra faire une petite modification, comme toujours, avec le principe du maximum. Il faudra gratter un petit epsilon, mais ça, on se posera la question après. Donc, je regarde l'équation satisfaite par le bon candidat, qui est donc D1U1, qui, je vous le rappelle, est positif ou nul jusqu'en T0, et en 0 s'annule, autant T0. Donc, si je fais ceci, que vais-je récupérer? Alors, j'écris d'abord tous les termes qui sont simples, dans lesquels je
mettre un moins maintenant. D1, U1. Donc là, j'ai dérivé l'équation. J'ai dérivé l'équation en faisant passer les termes de l'autre côté. A, alpha, bêta sont des constantes, donc il n'y a pas de terme supplémentaire. Ça serait essentiellement 0 si je n'avais pas le f de u. Mais j'ai le f de u. Alors, qu'est-ce que ça me fait, le f de u? Eh bien, ça me fait df alpha sur dp bêta. Et je dérive par rapport à x1. Donc d1 u bêta. Et ça, c'est multiplié par d alpha u1. Et j'ai un signe moins. Bon, ben on voit ça, c'est pas gagné. Parce que y a du u1, mais il y a toutes les autres fonctions. Et ce n'est pas lumineux ce qui se passe. Alors maintenant, réfléchissons un peu à qu'est-ce que ça veut dire. J'ai une matrice qui est positive ou nulle et qui, dans une direction, s'annule. Ça entraîne des choses. Alors, regardons exactement ce que ça entraîne. Isolons, on a une matrice qui est positive ou nulle, et j'ai ici D1U1 qui vaut 0. Donc ça, c'est 1, 1. Et je vais prendre le bloc bêta. D'accord? Donc, de la matrice des DJUI, j'extrais les colonnes et les lignes 1 bêta, pour bêta supérieur ou égal à 2. Donc, par exemple, si bêta égale à 2, hein, c'est le bêta qui est là, si bêta égale à 2, je prends les deux premières lignes, la matrice 2, 2 extraite de la matrice au-dessus. Alors, quand j'extrais une matrice positive ou nulle, c'est positif ou nul, parce que ça correspond simplement à prendre des xi qui vivent dans le sous-espace engendré par les vecteurs de base dont les numéros sont les lignes et les colonnes que j'ai extraites. Donc je sais que cette matrice est positive ou nulle. Donc ici, j'ai a priori quelque chose qui est D1 U bêta, et ici j'ai D bêta U1, et ici j'ai D bêta U bêta. Mais une matrice positive ou nulle avec un 0 dans l'élément diagonal, ça entraîne des choses. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que les termes hors diagonaux de la partie symétrique sont nuls. Si la matrice était symétrique, la seule manière dont vous pouvez espérer avoir une matrice comme ceci, positive ou nulle, c'est que vous ayez un 0 ici et que ici vous ayez quelque chose de positif. Donc ça, je sais que c'est positif. Mais pensez au déterminant. Le déterminant, entre guillemets, si c'est symétrique. Hein. Si c'est symétrique, la positivité, on peut l'avoir par le déterminant. Si ce n'est pas symétrique, attention. Donc, la positivité, bon, enfin, c'est un long discours pour pas grand-chose. Hein, c'est la positivité, ça veut donc dire que les termes hors diagonaux, si la matrice est symétrique, sont nuls. Et lorsque j'ai une matrice quelconque, je prends la partie symétrique, c'est-à-dire que j'additionne les deux termes hors diagonaux et je dis que la somme est nulle. Donc la moralité, c'est que si cette matrice est positive ou nulle, donc là, on se sert du fait que ça vaut 0, mais que c'est positif ou nul. Ça entraîne que D1 U bêta plus D bêta U1, en ce point-là, au point 0 T0, est égal à 0. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, hein? On a... C'est tellement simple que je peux l'expliquer autrement. J'ai donc une matrice 0, B, C, D, dont je veux dire qu'elle est positive ou nulle. Eh bien, si je prends la forme quadratique associée, eh bien, je vais avoir un B plus C xi eta plus D eta 2 qui doit être positif quel que soit xi et eta, et vous voyez bien que ça doit entraîner que B plus C vaut 0. Bien.
Alors ça, c'est extrêmement agréable parce que ça veut dire que tous les D1 U bêta, je vais pouvoir les faire passer sur U1. Et donc, en ce point-là, en le point qui nous intéresse, en 0T0, eh bien, en ce point-là, qu'avons-nous? Le terme bêta égale à 1, il n'y est pas. Parce que bêta égale à 1, c'est D1U1. Et D1U1, ça vaut 0. Et donc, ce que j'ai ici, j'ai la somme sur les bêta supérieures ou égale à 2. Moins par moins, ça devient un plus. J'ai df alpha sur dp bêta. Et ce que j'ai en fait, c'est d bêta U1, d alpha U1. Je répète, tous les bêtas supérieurs ou égales à 2, j'ai changé les indices, mais je dois changer le signe. Donc ça me fait plus. Et le bêta égale à 1, en ce point-là, il vaut 0, parce que D1 U1, ça vaut 0. Et puis là, c'est gagné. Pourquoi c'est gagné? Parce que j'ai supposé que f était monotone. Et là, vous voyez la forme quadratique sur la dérivée de f. Donc la monotonie de f assure que ceci est positif. Ce n'est pas une démonstration compliquée non plus. Hein. La démonstration est pratiquement terminée. Alors, vous me dites, oui, mais pourquoi elle est terminée? Parce que je récupère le bon signe qui va me faire remonter des 1U1 formellement. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé, parce qu'il faudrait gagner un peu de signe strict, de dire que lorsque j'atteins un point de minimum comme ceci, ceci vaut 0, ceci a le bon signe, et donc il faut faire vraiment le principe maximum complet. Mais vous allez voir, je vais faire les modifications techniques qu'il faut pour que ça marche. Mais le cœur de l'argument, il est au tableau. Après, on va rajouter quelques petites couches de vernis. Donc, le principe de la démonstration, c'est d'observer que si j'essaie de démontrer que j'ai une quantité qui est positive ou nulle pour toute dérivée de style D1U1, ce n'est pas vrai partout. Mais au point où ça devient dangereux pour la monotonie, ça devient vrai. Ça devient vrai grâce à ce principe, au fait que si on a de la monotonie et qu'elle dégénère en un point, ça rigidifie la fonction, et donc il y a beaucoup plus d'informations algébriques. Et donc, si on s'en sert correctement, bien, on voit pourquoi la monotonie est préservée. Et là, cette démonstration, effectivement, elle va marcher avec des opérateurs elliptiques absolument quelconques. Mais pour ce faire maintenant, il faut que je vous en rajoute une couche. Donc, ça, je peux l'oublier. L'argument clé algébrique. Je vais garder cette équation parce qu'on va travailler à partir de là. Donc simplement, je retiens de ce que l'on a vu précédemment que toute cette expression est positive ou nulle par la monotonie de f. Et je retiens que ces deux informations, hein, c'est vraiment ça c'est que dJU1 plus D1UJ en 0T0 est égal à 0. Hein, c'est ça donc les deux points essentiels, c'est l'observation que l'on a en fait de manière très simple, pour des raisons algébriques, cette propriété d'échange d'indices entre l'indice crucial qui est le 1 et les autres indices, et puis la monotonie de f. Alors maintenant, il reste à faire réellement la démonstration. Donc sur le fait qu'il existe un point x0, bon, je n'en parle pas, il faut soustraire des choses à l'infini, ça c'est vraiment très très technique. Je veux juste vous montrer pourquoi c'est un rapport avec le principe du maximum. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais rajouter d'abord ici le sup sur les t positifs tel que quel que soit S dans 0t, cette quantité soit positive, mais je vais aider un peu ça, c'est que je vais lui rajouter un delta S. Donc là, c'est X et S. J'aurais dû être plus précis tout à l'heure. Hein. C'est autant S, et je prends tous les temps tels que ça marche. Puis je vais rajouter un petit terme. Je vais aider. Bien.
Donc, j'aurais dû mettre une autre couleur. Ça ne change rien, comme j'ajoute simplement une dépendance temporelle. Où est-ce que c'est mon... Voilà. Ça ne change rien à ce que je disais ici, puisque ça, c'était un travail juste en X. Donc ça ne change rien. En revanche, si maintenant je rajoute mon delta t, ici, je le rajoute partout, eh bien, ce que cela me fait, c'est que ça me rajoute simplement toutes les dérivées en x. Ça, c'est des dérivées en x, ça ne voit pas le delta t. La seule chose que ça fait, c'est que j'ai un d sur dt que je fais taper sur le delta t. Et donc, dans l'équation, ça me rajoute un delta. Et donc, en d'autres termes, ce que j'ai au second membre est supérieur à delta. Là, j'ai gagné quelque chose de strictement positif. Bien. Ensuite, on a une fonction qui est positive ou nulle sur 0 T0 et qui vaut 0 en 0 T0. Ben, si vous avez une fonction qui est positive ou nulle et qui s'annule, au point où elle s'annule, la dérivée en temps est négative. Donc ça, c'est négatif ou nul, ce terme-là. Vous avez une fonction positive ou nulle qui s'annule en un point, au point 0. Donc ben, son gradient vaut 0. Ça, c'est vraiment le principe maximum. Hein. La fonction s'annule à l'instant t0 était positive avant, donc ça veut dire qu'elle a été, juste avant d'atteindre 0, elle est comme si elle était décroissante, et donc la dérivée est négative ou nulle. En x, c'est un point de minimum, donc la dérivée s'annule. En x, c'est un point de minimum, donc la dérivée seconde est positive ou nulle. Si la dérivée seconde est positive ou nulle, parce que c'est un point de minimum, comme j'ai un signe moins, tout ça, ça me fait un signe négatif ou nul. Donc j'ai la somme de 3 termes dont 2 sont négatifs ou nuls, 1 est nul, et de l'autre côté, ça doit être positif ou nul. Alors c'est pour ça que ça ne marche pas, et c'est pour ça que j'ai rajouté un delta, pour que ça soit sûr que ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir quelque chose de négatif ou nul qui est supérieur à delta, qui est strictement positif. Ça, c'est donc impossible. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que ce T0, il y avait un si au départage. Hein. Il y avait un cas où T0 plus infini, l'autre cas où T0 était fini. T0 fini, c'est impossible. Donc, ça veut dire que T0 est infini. Si T0 est infini, c'est fini parce que c'est... la démonstration est terminée. Si T0 est infini, parce que cela veut-il dire? Cela veut dire que la matrice DJUI plus delta t fois l'identité est positif ou nul, quel que soit t, et quel que soit delta positif. Et ensuite, vous faites tendre delta vers 0, et vous en déduisez bien la monotonie. Donc vous voyez que le delta, c'est juste une petite perturbation, comme c'est standard dans tous ces arguments de principe du maximum. C'est juste une astuce pour désambiguer les signes. Parce qu'on a un truc négatif sans le delta, j'aurai un truc négatif ou nul qui doit être positif ou nul. Bon, alors ça pourrait être nul, et on ne saurait pas quoi dire. Donc pour être sûr que je n'ai pas de doute sur le fait que le positif, il est vraiment pas négatif ou nul, je rajoute le petit delta. Donc ça, c'est une astuce technique, mais le cœur de la démonstration, vous voyez qu'il est au tableau. Ce n'est pas une démonstration très compliquée, mais là, en revanche, elle marche parfaitement. Il n'y a plus du tout de miracle algébrique, comme dans le cas purement du premier ordre. Et c'est une démonstration très robuste, et on verra pourquoi elle entraîne. Pourquoi, on verra plus tard, parce que je vais faire la méthode des caractéristiques auparavant, on comprendra pourquoi elle isole en fait des conditions qui sont nécessaires et suffisantes. Et elle le fera de manière beaucoup plus générale quand je rajouterai des dépendances en x et d'autres termes dans l'équation, etc. Donc, je vous ai bien dit qu'on allait compliquer, on allait regarder la préservation de la monotonie, d'ailleurs par des techniques différentes, mais ça sera la technique ultime dont on se servira tout le temps. Quand la technique plus simple fonctionne, on s'en servira. Mais elle ne fonctionne pas toujours dès qu'on a des opérateurs d'ordre 2. Alors ça, du point de vue des équations de jeu à champ moyen, comme ceci, c'est l'analogue dimension finie, et que vous, d'ailleurs, on peut le voir
comme étant le cas où l'espace d'état est discret, auquel cas les mesures de proba, c'est des histogrammes fondamentalement, et que donc c'est un espace de dimension finie, et on est en train de gérer des équations un peu comme ceci, à part qu'il y a des termes, il y a des dépendances en x supplémentaires. Donc ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que on avait vu qu'il y avait deux types de termes, des termes avec des bruits indépendants qui correspondaient en dimension infinie à des dérivées d'ordre 1 singulières. Ça sera des termes d'ordre 1, ce n'est pas de cette nature-là. Et puis un terme d'ordre 2 en dimension infinie, qui est vraiment l'analogue, mais un peu plus compliqué parce qu'il y a la dépendance en x, une certaine dépendance en x, eh bien ce terme d'ordre 2 se correspond à des bruits communs, et c'est effectivement à cause de ce terme d'ordre 2 en dimension infinie pour des bruits communs que j'ai besoin de rajouter des termes d'ordre 2 comme ceci en dimension finie, et mais que quand même, ça il faut que je le signale, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de dépendance en x dans le f, dans les a, alpha, bêta, etc., et qu'il va falloir les rajouter. Et là encore, les techniques que je viens de mettre en place vont survivre, mais il va falloir un peu serrer les boulons, il va falloir un peu plus travailler, donc je ne voulais pas me lancer bille en tête là-dedans. Mais avant même de passer aux extensions où j'ai de la dépendance en x, je voudrais quand même revenir sur le programme qui consiste à dire on espère non seulement d'avoir de la monotonie, c'est fait. On a vu, d'une certaine manière, pourquoi il y avait de l'unicité. En tout cas, on l'a vu quand alpha bêta est égal à 0. Je vous avais fait cette démonstration assez élégante dans laquelle on remplace dans la monotonie u de x moins u de y par u de x moins v de y. On voit que ceci est positif ou nul, et ça entraîne que u est égal à v. Donc c'est la même démonstration d'unicité. Mais comme que la propagation de la monotonie, mais comme ça s'effondre avec un terme d'ordre 2, l'unicité, si elle est vraie, ce ne sera pas comme ça qu'on le démontrera. En revanche, l'unicité, si on a la régularité, ça sera très facile. Donc, j'ai mis de côté l'unicité, même si je l'ai démontré dans le cas où il n'y avait pas de terme d'ordre 2. La monotonie, ça marche. Mais on s'attend à un peu plus. On s'attend à ce que le régime monotone, c'est ce que je vous avais montré, non seulement soit un régime où la monotonie soit préservée, mais que ce soit un régime régulier, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de chocs qui apparaissent. Sur quoi on se base? On se base sur la formule de Hopf et sur le cas en dimension 1 où il n'y a pas de choc. Alors je veux dire, il faut avoir de la foi pour penser qu'il n'y aura pas de choc, et en fait ça marche, on va le voir. On va voir, mais on va le voir à nouveau en deux temps. On va commencer par prendre alpha bêta égale à 0, parce que là, on a déjà la monotonie et l'unicité. Donc, si on démontre la régularité, c'est gagné. Alors donc, on va passer maintenant à l'analyse de la régularité, mais après, il va falloir faire la régularité dans ce cas-là. On verra des différentes techniques, suivant que l'opérateur est dégénéré ou pas. Enfin bon, on va y passer un petit peu de temps. Alors, je vais commencer par faire une démonstration basée simplement dans le cas où on a une dépendance en f sur la méthode, enfin, pas de dépendance en x et pas de terme d'ordre 2, basée uniquement sur ce qu'on appelle la méthode des caractéristiques. Bon. Alors, la méthode des caractéristiques, d'ailleurs, ça a un statut un peu curieux parce que c'est, comme toujours, comme dans beaucoup de choses en maths, c'est comme je parlais à l'instant du principe du maximum. On ne peut pas définir ce que c'est le principe du maximum en maths. Ça recouvre tout un tas d'idées très voisines. Il y a un corps commun, c'est toujours lié à la positivité de solutions d'équations. Ou l'atteinte de minima, ce qui revient évidemment à comprendre les signes d'une fonction si on comprend ce qui se passe en un point de minimum. Donc tout ça, tout ce corpus d'idées s'appelle principe maximum. Méthode des caractéristiques, c'est pareil, parce qu'on peut s'en servir dans 36
Donc, stricto sensu, la méthode des caractéristiques que je vais présenter, ben, elle est nulle part. Mais c'est cousin germain de ce que tout le monde connaît sur la méthode des caractéristiques. Donc, c'est la méthode des caractéristiques. Donc, on a comme ça des sortes de méta-principes avec beaucoup de connaissances par analogie, sans parler des connaissances dites folkloriques. Alors, les connaissances folkloriques, ça n'a rien à voir avec des costumes régionaux, hein, c'est simplement dire que la communauté, c'est dans le folklore, la communauté sait que c'est vrai. C'est écrit essentiellement nulle part, mais tout le monde sait que c'est OK. Ce qui est vachement pratique pour les jeunes élèves, hein, quand ils démarrent. Mais pourquoi c'est vrai? Ça rappelle des choses à Anne-Laure. Hein, oui, ça me rappelle aussi des choses, hein, parce que moi, c'est chaque fois que j'ai avec un nouvel élève, à chaque fois, il faut tout recommencer et lui expliquer pourquoi c'est vrai. C'est fatigant. Bon, c'est bizarre, hein, ces jeunes qui veulent comprendre. Avec le temps, ils prendront l'habitude de ne rien comprendre.